Amis auditeurs, bonjour, vous êtes bien sur Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'Écho des Canuts. Nous sommes aujourd'hui dans le sud de la France, aux journées estivales des Lansquenets, et j'ai la chance d'avoir avec moi pour l'instant Georges Feltin-Tracol. Georges, bonjour. Bonjour aux auditeurs de MZ. Voilà. Et donc nous allons traiter le sujet du corporatisme, un sujet ô combien d'actualité, quand on s'est aperçu, notamment au regard de cette pandémie, que les besoins stratégiques de nos économies n'étaient pas du tout satisfaits, et que peut-être, on va voir sur quel mot il faut appuyer, peut-être qu'une certaine forme une certaine logique de régulation de l'économie nationale peut être intéressante. Et donc on réalise cette émission suite à la sortie aux éditions Synthèse Nationale d'un livre. Alors c'est un livre qui a été écrit sous la direction de Georges Feltin-Tracol, mais il nous en parlera un petit peu plus. Réflexion pour un nouveau corporatisme. Voilà. Alors, entre le libéralisme, le laisser-faire et un socialisme où il n'y aurait pas de place pour la liberté d'entreprendre, il doit y avoir un juste milieu. Notre courant politique tertiairiste s'est toujours efforcé de trouver un chemin entre ces deux voies très étriquées, et écoutez, c'est ce sujet que nous allons traiter au cours de cette émission. Et Gabriele Adinolfi nous rejoindra un petit peu plus tard pour compléter le sujet. Alors Georges, pourquoi poser cette question maintenant dans l'époque? Pourquoi évoquer la question du corporatisme? Alors, il faut savoir qu'à l'origine, c'est Roland Hély qui a eu cette idée de demander à plusieurs contributeurs réguliers de la revue Synthèse Nationale ou du site Synthèse Nationale une contribution sur la question du corporatisme. Le projet a été lancé au début de l'année 2020. Nous étions avant la crise sanitaire, nous étions en pleine crise sociale au sujet de la réforme macronienne des retraites. Et fin de l'année 2019, sur le site Méta-Info, Franck Bulleux écrit un article en faveur d'une troisième voie corporatiste, article qu'on peut encore trouver sur Méta.info. Et chose fort intéressante, dans l'édition de samedi, du premier samedi de l'année 2020, dans Présent, Julien Langella, lui aussi, défend une vision néocorporatiste. Donc, Roland Hély a décidé de réunir plusieurs contributions sur ce sujet. Le recueil qui s'intitule « Réflexion pour un nouveau corporatisme » se veut à la fois une vision historique, mais aussi, comme nous allons le voir, une vision d'actualité et d'avenir. Alors, quand on entend le mot corporatisme, on pense forcément en France, et en tout cas au niveau européen, au corporatisme, aux chambres de métiers. Ça, c'est la vision historique, et on va essayer de la passer assez rapidement parce que c'est pas le plus intéressant, mais il faut quand même y faire référence. Et puis surtout, on pense à ces régimes politiques qui ont essayé de mettre en place, on va dire, cette troisième voie, parce que c'était des ébauches de troisième voie. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu des racines du corporatisme dans un passé pas trop lointain? Alors, il est vrai que ce livre sur le corporatisme est un prolongement d'une certaine manière d'un ouvrage édité aussi aux éditions Les Bouquins de Synthèse Nationale, qui était pour une troisième voie solidariste de votre serviteur, qui vient d'être juste édité en espagnol. Le corporatisme, il y a plusieurs sens. D'un point de vue historique, c'est l'organisation du monde de travail avant la grande rupture de 1789. Rupture qui va ensuite se propager dans l'Europe tout entière. C'est aussi une tentative d'expérience sociale, économique et politique en Europe dans les années 1930 dans certains États. Portugal, Espagne, Italie, Allemagne, un petit peu l'Autriche avec l'austrofascisme. Terme assez inapproprié, il faut le reconnaître. Le corporatisme, comme le dit Jean-Gilles Maliarakis, qui est un des contributeurs de cet ouvrage collectif, dit très clairement que le corporatisme, aujourd'hui, est un terme galvaudé avec une forte connotation négative.
Il s'agit ici de redonner au corporatisme une nouvelle jeunesse et une idée positive. Le rapport dans le monde du travail, qui n'est pas la lutte des classes, mais qui n'est pas non plus l'exploitation du capital sur le travail. Le corporatisme, dans une logique qui est propre à l'esprit des Européens, c'est la collaboration, c'est l'association, c'est la participation du capital, du travail, et on oublie souvent un troisième terme qui est l'encadrement. Chose qu'on oublie très souvent. Donc, il m'a paru extrêmement approprié de lancer cette perspective, et voilà pourquoi des collaborateurs aussi différents que Jean-Gilles Maliarakis, Franck Bulleux, le docteur Bernard Plouvier, Aristide Lecat, Massimo Malgaro, Gabriele Adinolfi et Daniel Colonne ont écrit leur point de vue du corporatisme, si bien que cet ouvrage recouvre à peu près tous les champs possibles du terme corporatisme. Je crois que tu as oublié un contributeur, Georges. Un certain Georges Faltin-Tracol. Oui, mais ça c'est sous la direction de GFT, ça c'est les auditeurs comprendront bien entendu. Ok. Alors, sur l'aspect historique, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un avant et un après 1791. 1791, qui est le moment où on va interdire ces corporations. Pourquoi elles existent avant et qu'est-ce qui se passe une fois qu'elles n'existent plus? Alors, je vais être assez bref, puisque Massimo Malgaro évoque le corporatisme qui est une idée bimillénaire. On a tendance à croire que le corporatisme était surtout vivant au Moyen-Âge occidental. En fait, c'est faux. Massimo Malgaro, qui en Italie a présidé dans le cadre du mouvement social italien, puisqu'il était le bras droit de Giorgio Almirante, il a dirigé l'Institut du corporatisme. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien son sujet, et il explique que souvent il discutait du corporatisme avec Jean-Pierre Stirbois, quand celui-ci allait à Rome. Massimo Malgaro montre que le corporatisme est une idée très très ancienne qui plonge dans la République romaine, puisqu'il existait ce qu'on appelait des collèges, et ces collèges de métiers, d'artisans, allaient ensuite, après le Haut Moyen-Âge, alors je fais extrêmement vite, créer ce qu'on appellera ensuite les corporations, c'est-à-dire une association de métiers qui réglemente la fabrication d'un produit, qui donne la durée du temps de travail, qui donne les revenus, le prix du produit, avec une limite bien particulière, puis ces corporations étaient souvent d'ordre urbain. Et chaque corporation urbaine avait ses propres statuts, sa propre organisation. Même si, très souvent, on estime que la corporation se divisait avec les maîtres, qui étaient souvent appelés les maîtres jurés, d'où le synonyme de corporation, les jurandes, les compagnons. Donc voilà pourquoi les compagnons du devoir en France, ce sont les très lointains descendants des anciennes corporations. Donc les compagnons, c'était ceux qui faisaient travailler la corporation, et puis à côté, vous aviez les apprentis, qui étaient ceux qui allaient apprendre ce métier. D'où aujourd'hui, chez les compagnons du Tour de France, le fameux Tour de France. Pourquoi un Tour de France? Et même aujourd'hui, Tour d'Europe, pour qu'on puisse apprendre des techniques locales de fabrication d'un produit bien particulier. Les architectes font un tour de France où ils apprennent les différentes techniques d'architecture, que ce soit dans le sud de la France, en Alsace ou en Flandre. Bon. Il est vrai qu'à partir du XVIIIe siècle, fin XVIIe, début XVIIIe siècle, les corporations, ou bien les jurandes, vont se scléroser. La maîtrise va devenir héréditaire, et c'est au XVIIIe siècle où les premiers économistes, qu'on appelle les physiocrates, français, qui sont un peu, je vais encore une fois simplifier, les ancêtres des libéraux, mais là je simplifie de manière assez excessive, vont, comme Turgot, contester le rôle des corporations. Et ils vont faire pression sur les autorités politiques, en particulier le roi et ceux qui sont autour de lui,
pour qu'on supprime les corporations qui sont un frein au développement économique. La Révolution française arrive, les révolutionnaires appliquent les idées des Lumières, suppriment les corporations qui étaient un système de protection. Dans les corporations, il y avait l'équivalent, là encore je vais généraliser, d'une sorte de sécurité sociale qui aidait les personnes qui allaient à la retraite, une forme de pension de retraité, même si le terme n'était pas approprié, aidait les personnes qui connaissaient des accidents de travail ou qui parfois se retrouvaient au chômage. Je rappelle qu'au Moyen-Âge, on travaillait autour de 32 heures par semaine, voire parfois 28 heures par semaine, tout dépendait bien sûr de la durée de la journée, puisqu'on était à l'heure solaire. Et dans ces corporations au Moyen-Âge, si par exemple quelqu'un qui travaillait la pierre avait les yeux crevés, on le conservait dans la corporation où il allait continuer à travailler, par exemple, à faire manœuvrer les grues pour monter ou descendre les charges de construction des cathédrales au XIIIe, XIVe siècle. Donc on aidait toujours les membres de la corporation, même si ceux-ci ne pouvaient plus travailler la pierre. À la Révolution française, c'est la loi Le Chapelier, puis la loi Dallard qui supprime la corporation. On supprime ces protections naturelles et on livre le producteur à la toute-puissance du capital. Je fais encore extrêmement simple et je vais très vite. Napoléon Ier va renforcer la domination et l'oppression des producteurs en imposant le livret ouvrier. C'est-à-dire l'ouvrier devait chaque matin ou chaque semaine apporter à son contremaître un livret, celui-ci écrivait tout ce que l'ouvrier allait faire dans la semaine pour empêcher la formation des syndicats, pour empêcher les grèves, car à l'époque des corporations, il pouvait y avoir des grèves quand vraiment il y avait des tensions. Alors le système corporatiste a été beaucoup plus développé, par exemple en Italie ou dans le Saint-Empire romain germanique où l'État était beaucoup plus faible. Et souvent dans les villes italiennes ou même dans les villes du nord de la France, il y avait une opposition entre d'un côté les corporations, de l'autre côté la bourgeoisie, à comprendre la classe marchande urbaine enrichie. Bon. En Europe, la Révolution française, les guerres napoléoniennes vont étendre la fin de la féodalité, donc vont supprimer la corporation, mais il y aura toujours cet état d'esprit qui va rester. Par exemple, en Prusse, il faut savoir que jusqu'à la défaite de 1918, dans le royaume de Prusse, je ne parle pas dans l'Empire allemand, le suffrage restait censitaire, avec les 3 fameuses classes. Et il y a aussi en Allemagne le fameux Mittelstand, c'est-à-dire la puissance des entreprises, petites et moyennes entreprises, qui forment un tissu économique. C'est un héritage des corporations. En Autriche, héritage de l'austrofascisme, il y a, je crois, c'est 4 ou 5 ans, l'élection des chambres de commerce, des chambres de production, avec des syndicats qui représentent les forces politiques autrichiennes, c'est-à-dire les sociodémocrates, les conservateurs démocrates chrétiens et le FPE national-libéral, c'est-à-dire les nationalistes. Je voudrais juste que tu reviennes sur le suffrage censitaire parce que ça ne va pas parler à beaucoup de monde et surtout expliquer en quelque sorte comment ça donnait le pouvoir à quelques personnes. Alors, le suffrage censitaire, c'était on a le droit de vote si on paye un certain montant d'impôts. Alors c'est extrêmement variable selon les circonstances. Dans le cadre de la Prusse, il y avait 3 catégories de contributeurs fiscaux. La majorité se trouvait dans la 3e catégorie. Et il y avait parfois même un seul dans la 1re catégorie. Et je ne parle pas de la famille royale. Et chaque personne dans ces catégories votait, mais ensuite c'était un peu un système d'ordre. C'est-à-dire, imaginons que dans une ville, il y a le système des 3 catégories fiscales. La 3e catégorie, c'est 15 000 personnes. La 2e catégorie, c'est 6 000 personnes. La 3e catégorie, c'est 20 personnes. Et bien finalement, ces 3 catégories envoient chacune 20 députés. Donc on comprend tout de suite que les 20
de la première catégorie ont un pouvoir beaucoup plus important que ceux de la troisième catégorie. Le suffrage censitaire est très privilégié par les régimes libéraux du 19e siècle. La monarchie de Juillet est un régime censitaire. La restauration, première, seconde restauration à la chute de Bonaparte, de Napoléon Ier, pratiquait le suffrage censitaire, même si de nombreux ultra-royalistes, qui plus tard vont devenir les légitimistes, étaient partisans du suffrage universel masculin, voire parfois suffrage universel féminin, accordé aux femmes. Car on oublie qu'en France, ceux qui ont refusé le droit de vote aux femmes sous la Troisième République, ce n'était pas ce qu'on appelait la droite, c'était les radicaux qui étaient plutôt de gauche. Et il ne faudra pas oublier qu'effectivement les sociopatriotes en France, tels Auguste Blanqui et bien d'autres, mais je pense à lui particulièrement parce que c'est un personnage que j'aime bien et j'aimerais bien à l'occasion faire une émission sur son parcours, se sont battus pour cette République sociale, alors pas la République des droits de l'homme qu'on connaît aujourd'hui, mais cette République sociale justement pour étendre le pouvoir démocratique du peuple. Alors, si j'ai bien compris, on était dans une période où l'humain était protégé, en tout cas le facteur travail était protégé, on avait une juste rémunération. Apparaît la science économique, la science des richesses, et d'un seul coup, c'est le profit individuel qui va l'emporter au détriment des intérêts du plus grand nombre. Oui, il faudrait plutôt rentrer dans les détails, on n'a pas le temps, mais ce que tu viens de dire, c'est juste. En sachant que sciences économiques, c'est pas tout à fait. Au 19e siècle, on ne parle pas de sciences économiques, on parle à l'époque d'économie politique. Et ça a beaucoup plus de sens. L'aspect scientifique va apparaître à la fin du 19e siècle avec Walras, avec un petit peu Vilfredo Pareto, qui vont commencer à mathématiser l'économie. Donc ça va devenir une science économique. Mais très souvent, et là j'ai en tête un très vieux livre édité à l'âge d'homme, c'était en 1998, c'était un recueil collectif qui s'intitulait Au-delà du libéralisme et de l'étatisme. Ça avait été réalisé, pour la petite histoire, à la fois par des membres de la Nouvelle Droite du Grèce, mais aussi par Jean-Pierre Dutrieux et Benjamin Guillemin, qui eux venaient de l'Alliance sociale des peuples et pays de France, c'est-à-dire les courants catholiques radicaux. Et il y avait eu une convergence sur la question du travail à l'époque, puisque le projet avait été co-dirigé par Arnaud Guyot-Janin, Charles Champetier et Benjamin Guillemin, donc des personnalités très différentes, puisqu'ils avaient trouvé le même adversaire, qui est à la fois le libéralisme et l'étatisme. Là encore, l'idée corporatiste, l'idée d'une troisième voie économique et sociale s'inscrit dans ce refus du libéralisme et de l'étatisme. Car contrairement à ce que certains auditeurs peuvent croire, les expériences corporatistes ne sont pas toujours des expériences de corporatisme d'État. Alors on va y arriver, mais juste pour montrer la césure dans l'histoire de nos civilisations. 1791, on met fin aux corporations et donc on met fin au privilège du travail. Alors il y avait peut-être des excès, faut pas parce qu'on est travailleur qu'on est forcément irréprochable. Il y avait des excès, ils abusaient de leur position pour se préserver le travail, mais surtout sur l'aspect salarial, on met fin à un salaire prévu pour une quantité de travail. Et si vous avez écouté les premières émissions de l'Écho des Canuts, sinon je vous invite à le faire, notamment la toute première, les révoltes des Canuts, 1830, qu'est-ce qu'ils demandaient, ces braves gens? Ils demandaient simplement un salaire minimum. Ils demandaient à avoir un tarif. Et là, avec cette arrivée ce que j'ai appelé moi la science des richesses, que Proudhon dira que c'est devenu la science des discordes, et on arrivera à la lutte des classes. Parce que finalement, à partir du moment où on n'a plus de garde-fous pour les salaires, on cède toute la place à la concurrence, et là, on rentre dans les spirales infernales du moins 10 ans, qui vont faire que on va travailler toujours pour moins cher, et qu'on va même faire travailler les femmes ou les enfants toujours pour moins cher, parce qu'il faut baisser les coûts de production pour faire face à la concurrence. Alors, il y a deux choses à bien comprendre. Fin du XVIIIe siècle, c'est le début de ce qu'on appelle la première révolution industrielle. Donc c'est l'industrie qui surgit dans l'économie politique.
l'industrialisation modifie les rapports de production et les rapports au sein du système. Voilà pourquoi, déjà en Grande-Bretagne, les corporations ont commencé à disparaître, mais c'est pas tout à fait exact, puisque j'ai 2 textes dans cet ouvrage. Le dernier texte, c'est vers la fin, qui s'intitule « Politique corporative », où j'explique qu'à l'heure actuelle, le maire de Londres, alors attention, il y a 2 maires de Londres, le maire de Londres de la grande zone urbaine qui est le fameux travailliste Sadiq Khan, et puis il y a le maire de la City de Londres. Ce maire de la City de Londres n'est pas élu au suffrage universel direct, à la différence de Sadiq Khan, il est élu par une centaine de corporations qui existent encore en Grande-Bretagne, dans la Cité de Londres, avec un système assez complexe. Je renvoie les auditeurs sur ce sujet. Autre élément qu'il faut bien préciser, Roberto, tu nous parles de salaire, de salariat. Dans le système de la corporation, il n'y a pas de salaire. C'est une sorte de traitement, puisque alors il est vrai que plus on se rapproche de la Révolution française, plus il est vrai que selon certaines provinces françaises, certaines corporations n'existent quasiment plus. C'est presque un début de rapport post-industriel, si je puis dire. Mais à l'origine, quelqu'un qui travaille dans la corporation, il n'y a pas de concurrence entre les produits, puisque je rappelle qu'au Moyen-Âge, tous les tisserands sont au même endroit. Voilà pourquoi certaines villes, de vieilles villes françaises, ont rue des tisserands. Et les tisserands étaient regroupés sous la corporation. Ils étaient obligés de vendre leurs produits au même prix. Donc si le client a le choix entre plusieurs boutiques, plusieurs échoppes avec le même prix, qu'est-ce qu'il va choisir? Il va choisir le produit le plus résistant, le plus beau ou le plus solide. Et c'est sur ça que se fait l'acquisition du produit. Donc, quelqu'un qui investit, il est très content. N'oublions pas qu'à l'époque, il n'existe pas le prêt-à-porter, le prêt à fabriquer. Chacun fabrique sur demande le produit. La révolution industrielle va totalement changer cette conception du monde. Voilà pourquoi certains vont estimer que la corporation est quelque chose d'inutile. Dernier point, et là c'est Ernst Kantorowicz qui en parle au début des 2 corps du roi. Il s'intéresse au terme Ernst Kantorowicz, qui est un professeur d'histoire médiévale d'origine allemande, qui a connu certains cénacles de la révolution conservatrice avant de quitter l'Allemagne au début des années 30 pour s'installer aux États-Unis. Eh bien, il comprend qu'aux États-Unis, les entreprises s'appellent souvent, dans la fin de leur terme, corporation. Parce qu'il y a eu ce rapport de corporation venu dans le Nouveau Monde par l'intermédiaire des Anglais, mais ensuite la corporation est devenue plutôt une forme de firme multinationale ou une grande entreprise. Mais elles ont quand même gardé le terme corporation. Je rappelle enfin les auditeurs qu'il y a un film de science-fiction des années 1970, ça va faire plaisir à Monsieur PGL que je salue ici, qui s'appelle Rollerball, qui se passe dans un monde dominé par le système corporatiste. Pourquoi? Parce que ce sont les grandes corporations, c'est-à-dire de grandes compagnies, qui contrôlent et qui organisent le sport ultra-violent qui s'appelle le rollerball. Et bien plus récemment, il y a eu un film Corporocratie. Tu as bien fait de préciser, les mots sont importants. Moi, ce sur quoi je veux insister à ce moment-là de l'émission, c'est qu'on met fin à ce qu'on pouvait appeler des communautés de travail, presque des communautés organiques, pour rentrer dans un antagonisme systématique et quasi inévitable désormais entre les ouvriers et leurs patrons. Et pour preuve, c'est que l'interdiction de se regrouper, elle vaut aussi pour les syndicats patronaux. Tout à fait, bien entendu, puisqu'il est strictement interdit, je parle du cas français, parce qu'on ne va pas rentrer dans les cas des États européens, parce que sinon on a une émission de 8 heures, et ça risque d'être un petit peu difficile. Il est vrai qu'en France, la loi Le Chapelier interdit aussi bien les associations, les syndicats de producteurs, d'ouvriers, mais aussi les syndicats patronaux. Et les patrons ont interdiction
Comme les ouvriers ont interdiction de faire grève, les patrons ont interdiction de provoquer la fermeture d'usines. Même si, en pratique, on peut voir des cas totalement différents. Par exemple, au milieu du 19e siècle, dans les bassins houillers, souvent, le patronat fermait les mines pour faire pression sur les ouvriers, avec l'appui, bien sûr, des autorités locales. Donc là encore, il faut toujours ne pas rentrer, de pas systématiser. Il y a toujours des cas particuliers. Mais on a connu ça effectivement, puisque cet antagonisme il est permanent. On va retrouver ça dans les révoltes des canuts. On va retrouver ça effectivement beaucoup plus tard. Cette question de lock-out patronal, quand le patronat se sent menacé ou quand il veut faire baisser les prix, c'est lui qui décide de priver les ouvriers du travail. Et donc on a cette double violence, la violence ouvrière d'un côté, mais la violence patronale qui naît de la fin de cette régulation ou de cet équilibre qui était apporté par les corporations. Alors on fait un grand pas dans l'histoire, on se retrouve en 1864, fin du délit de coalition. Alors il est vrai que 1864, on est toujours en France, puisqu'on va se focaliser pour l'instant sur la France contemporaine. C'est une grande révolution. 1864, c'est le droit de faire grève. Je rappelle qu'en 1864, on est sous le Second Empire de Napoléon III. Un personnage extrêmement intéressant, c'est pas l'objet de cette émission, mais pourquoi ? Parce que Napoléon III a une fibre sociale. Il ne faut jamais oublier qu'il est l'auteur, quelques années auparavant, avant d'arriver au pouvoir, d'un ouvrage très important, L'extinction du paupérisme, qui lui a valu le surnom de Prince Rouge. C'est quelqu'un qui accepte que siège au corps législatif son propre cousin qu'on surnomme Plomplon, qui est le prince impérial Louis-Jérôme Bonaparte, qui a des idées anticléricales, républicaines, socialistes, puisque sous la République, il va même siéger à l'extrême gauche. Donc c'est un prince vraiment très très rouge. Et Napoléon III, le bonapartisme est un mouvement extrêmement complexe. Je renvoie les auditeurs au livre assez récent de Thibaut Gandouli sur Paul de Cassagnac, L'enfant terrible du bonapartisme, édité chez Via Romana, qui montre très bien cette hétérogénéité interne du bonapartisme. Napoléon III a souhaité être quand même resté fidèle à sa vision sociale, même si le Second Empire, c'est la révolution industrielle, c'est Haussmann, c'est ce que décrit Zola d'une certaine manière. 1895, création de la CGT. Alors attention, amis auditeurs, la CGT de 1895, c'est pas la CGT. D'ailleurs, il y a eu plusieurs CGT, mais là encore, ça nous emmènerait loin. La CGT de 1895, c'est celle qui fait référence à la charte d'Amiens et de se détacher de toute influence patronale, politique, et voir ce qu'ils appelaient les sectes, c'est les anarchistes. Mais tout ça pour dire qu'on rentre dans une période où de cette rupture d'équilibre, un autre essaye de naître, et là on va rentrer dans toutes ces tentatives de donner de canaliser un petit peu le contrepoids libéral. Alors, il est vrai qu'il s'agit de s'opposer au libéralisme, au capitalisme, mais tu oublies aussi le rôle très important de Fernand Pelloutier en faveur des bourses du travail. Qu'est-ce que la bourse du travail ? Alors, on va penser que c'est quelqu'un qui essaie de monnayer sa force de travail pour la journée, mais au-delà de cet aspect, c'est un début de création de mutualité, de protection sociale pour les ouvriers et leurs proches. Alors on retrouvera cette préoccupation justement dans les mouvements corporatistes qu'on retrouve pas, peut-être pas aussi. En tout cas, on le retrouve dans ses premières préoccupations. Au-delà d'apporter du travail et du pain, c'est aussi d'apporter un renforcement intellectuel et voire un peu plus tard dans certaines expériences corporatistes d'apporter des loisirs. Voilà. Les débuts théoriques on va rentrer dans une époque là beaucoup plus moderne qui va nous emmener, je pense, aux années 1920 ou peut-être un petit peu avant. Les débuts du renouveau de la pensée tertiariste, si on peut l'appeler ça comme ça, la troisième voie, ce besoin de réguler intervient là, il y a eu la révolution communiste quand même en 1917.
Alors là, on va un tout petit peu trop vite. Déjà, tertiarisme pour l'époque, c'est un petit peu un anachronisme. Il faut bien savoir qu'au même moment que apparaissent en France et en Europe des mouvements qu'on va appeler syndicalistes révolutionnaires ou anarcho-syndicalistes, de l'autre côté, du côté droit, émerge aussi une forte conscience sociale. C'est par exemple ce qui va bientôt être la doctrine sociale de l'Église catholique, avec l'encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum, en 1891. C'est aussi quelques années auparavant, juste après la tragédie de la Commune de Paris, le comte Albert Demain qui va créer les cercles catholiques ouvriers. C'est aussi la rédaction de ce qui sera en 1905 vers un ordre social chrétien du comte de la Tour du Pin, de la Tour de Pin, c'est-à-dire quelqu'un qui va énormément influencer la pensée d'Action française de Charles Maurras. Ce sont des personnes qui, au nom de leur idée chrétienne catholique, mais on oublie que chez les protestants aussi, il va y avoir ce qu'on appelle le paternalisme, toutes ces tentatives, par exemple Clermont-Ferrand, où il y a la famille Michelin, merci, qui va aider les ouvriers par le paternalisme. Vous avez aussi l'expérience de la ville de Guise avec le phalanstère. Il y a tout ce qu'on appelle au XIXe siècle, ce que les marxistes et Karl Marx en premier vont nommer le socialisme utopique, avec les expériences de Cabet, de Fourier, mais ce sont aussi des tentatives pour retrouver une communauté organique détruite par la modernité, la révolution industrielle. Ce sont des tentatives qui ont bien sûr échoué, qui sont parfois totalement utopiques, fantaisistes, mais cela existe, ça procède d'une certaine, du même substrat, du même sol, même si parfois ça prend des directions totalement différentes. L'histoire des idées politiques montre qu'une idée politique peut aller entre le pôle droit et le pôle gauche, même si ces deux pôles pourraient faire l'objet d'une autre émission. Tout ça, c'est un bouillonnement, car on a compris le rôle du libéralisme, la destruction des sociétés traditionnelles. Je rappelle aussi qu'à cette époque, au XIXe siècle, l'Europe commence à subir un important exode rural. Les villes explosent tant géographiquement que démographiquement. Les paysans sont déracinés. Ils sont obligés de trouver de quoi travailler pour nourrir leur famille. Donc tout ceci, ça provoque des modifications. Et donc l'Église, qui souvent, les premiers penseurs catholiques sociaux, ne sont pas les catholiques progressistes, ce sont des catholiques qui aujourd'hui seraient considérés comme des traditionalistes. J'ai parlé tout à l'heure des légitimistes. Quand, à partir de 1830, Louis-Philippe prend le pouvoir, eh bien, ses grands adversaires, ce sont les royalistes légitimistes qui défendent un modèle de corporatisme et qui sont prêts parfois à s'allier avec les républicains. C'est ce qu'on appelle les alliances carlo-républicaines. En Espagne, le carlisme défend non seulement les fueros, c'est-à-dire les libertés provinciales, mais aussi les libertés dans le monde du travail. Donc c'est un phénomène qui est extrêmement intéressant et qui nous montre la grande révolution, non seulement économique, politique, sociologique, mais surtout la grande révolution anthropologique qui fait transformer le vieil Européen depuis le Paléolithique jusqu'au début de la révolution industrielle en un autre Européen. On est vraiment dans cette période, dans une recherche de nouveaux équilibres entre ce qui a été cassé, les communautés de travail qui se préservaient, la concurrence, alors qui avait toujours existé, mais du coup, avec des moyens de transport et puis l'industrialisation, tout s'accélère. Et du coup, la concurrence s'accélère aussi. Et donc, on rentre dans cette période dans laquelle on est toujours, avec des tentatives de rééquilibrage entre les excès des modèles communistes, avec l'État qui castre tout, qui neutralise tout, et
ces expériences capitalistes libérales qui étaient destructrices et qui le sont toujours. Et on est toujours dans cette période de recherche d'équilibre, d'où l'intérêt, alors tertiariste oui, mais c'est peut-être anachronique, mais c'est pour dire une recherche d'une troisième voie, et que ça a commencé il y a longtemps. Ça a commencé il y a longtemps dès qu'on a créé ce déséquilibre. Oui, totalement. Là, je ne vais pas répéter ce que tu viens de dire. Alors, les premiers à tenter une expérience corporatiste, en tout cas moderne, c'est l'Italie fasciste. Alors, c'est là où les choses commencent à se compliquer. Sous l'Ancien Régime, les corporations étaient vraiment, alors je vais employer un terme anachronique, autogérées. C'était l'autogestion. Il n'y avait pas de centre national des corporatismes, des tisserands sous la France de Louis XIV ou de Louis XVI. C'était dans chaque province, dans chaque ville, dans chaque commune où il y avait des corporations. Alors certes, ces corporations pouvaient avoir des contacts, mais je rappelle qu'à l'époque, le téléphone et Internet n'existaient pas, donc ces contacts étaient assez limités. Donc c'était en fait la corporation, c'était une forme d'autogestion réussie. Ensuite, après la grande césure que représente la révolution industrielle, les révolutions politiques en France, en Europe, le printemps des peuples de 1848, que faire pour relancer les corporations? Voilà pourquoi, au XXe siècle, après ce grand choc qu'est la Grande Guerre ou Première Guerre mondiale, 1914-1918, dans certains pays d'Europe, mais aussi dans certains pays hors d'Europe, en particulier en Amérique du Sud, vont commencer des expériences corporatistes ou corporatives. Alors ces expériences corporatives sont vraiment deviennent réelles à partir des années 1930 avec un nouveau choc, le choc de la grande crise de 1929. Alors, c'est d'abord, on ne peut pas chronologiquement, on pourrait définir tel ou tel état. Mais quand on regarde, quand on fait un panorama, on observe que c'est en particulier en Italie et au Portugal où les expériences corporatistes vont se développer le plus. Au Portugal, c'est assez logique, puisqu'est président du Conseil l'ancien ministre des Finances, António Salazar, qui va rester au pouvoir jusqu'en 1968, qui va créer à partir des années 30 l'Estado Novo, l'État nouveau, et il va défendre une vision de la corporation. António Salazar, qui ne va pas jamais rétablir la monarchie au Portugal, est quand même un lecteur de Charles Maurras. Maurras lui-même, en matière économique, défend la vision de la tour de pain, c'est-à-dire une vision corporatiste. Donc, Salazar va essayer de transposer dans le cadre portugais, et je l'évoque assez longuement dans ma première contribution du recueil Réflexions pour un nouveau corporatisme. Il va mettre en application un début de corporatisme. Ensuite, on sait que le Portugal va rester neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, mais à partir de 1945, le Portugal, du fait de l'environnement international, sera obligé de limiter son expérience corporatiste et ça va plutôt tendre vers une forme de contrôle de l'État par les entreprises. Même si, dès les années 30, et là c'est totalement à rebours du modèle d'Ancien Régime, les corporations au Portugal sont déjà sous le contrôle de l'État. Voilà pourquoi Chantal Del Sol, dans l'un de ses tout premiers ouvrages qui s'intitulait L'État subsidiaire, qu'on trouve aussi bien dans la collection Droit en grand format ou bien Que sais-je sur le principe de subsidiarité, expliquait que les corporatismes d'État du XXe siècle n'appliquent pas le principe de subsidiarité. Car, j'ai oublié de le dire, la corporation repose sur le principe de subsidiarité, c'est-à-dire l'échelon supérieur ne s'occupe que ce que ne peut pas faire l'échelon inférieur. Voilà, c'est aussi simple que cela. À peu près à la même époque, il y a l'expérience italienne qui est en train de se faire.
car on oublie au tout début du régime fasciste, Benito Mussolini appliquait plutôt une politique libérale, on va dire national-libérale, pour faire simple. Et c'est avec la crise économique de 29 qu'il va en même temps essayer d'organiser le monde économique en corporation et essayer de faire la révolution fasciste contre les pouvoirs établis qui soutiennent plus ou moins bien le régime mussolinien. Ensuite viendront l'Espagne de Franco, mais là l'expérience corporatiste va vite être interrompue à partir de 1945, puisqu'on sait très bien qu'à partir des années 50, Franco va donner les pleins pouvoirs en matière économique aux technocrates qui sont proches de l'Opus Dei. Voilà pourquoi ce qu'on va appeler le miracle économique espagnol. Et on va totalement oublier la corporation que défendaient de nombreux phalangistes, ou même des carlistes. Et puis enfin, il y a le cas allemand, qui est le cas le plus particulier du corporatisme, puisqu'ici, il y avait encore un état d'esprit corporatiste qui existait en Allemagne, qui n'a pas connu la Révolution française de 1789, qui a certes connu l'occupation française sous la Révolution et sous l'Empire, mais il y avait toujours cet état d'esprit qui existait. Donc, les Allemands vont mettre au point des systèmes corporatistes, non seulement dans l'industrie, mais aussi dans le domaine agricole. C'est les fameuses applications de la théorie de Walter Darré en matière paysanne. Bon. Voilà, ce sont quelques exemples en France. Je mets à part le cas autrichien, ou bien quelques tentatives en Grèce avec Métaxas, ce qui essaye d'imiter à la fois le Portugal et l'Italie, mais c'est assez maladroit et ça dure pas très longtemps. En France, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une tentative de corporatisme avec l'État français du maréchal Pétain, mais là encore, du fait des circonstances, occupation du pays, Seconde Guerre mondiale, la charte des corporations, la charte du travail sont de bonnes approches, mais malheureusement, dès le départ, elles sont limitées par les circonstances historiques, politiques de l'époque. On retrouve dans ces premières expériences, j'insiste, mais c'est important, la volonté de rétablir un équilibre. La volonté du gouvernement du maréchal Pétain avec sa charte du travail, mais qu'on retrouve aussi dans la charte du Carnaro, dans l'expérience de Fiume, mais c'est la volonté de remettre de la justice sociale, de l'équilibre, et je vous dis, on y est toujours. Et on voit surtout apparaître la prégnance de ce fait économique et la volonté de le juguler, ou en tout cas d'essayer de l'apprivoiser, de le contenir. Pour preuve, Mussolini transformera la Chambre des députés en chambre des faisceaux et des corporations. Oui, mais ça c'est pas propre au fascisme, puisqu'il y a une chose très intéressante en France. Au moment où le maréchal Pétain va promulguer la charte du travail, il fait un discours dans une ville ouvrière minière qui est assez importante de la zone libre, qui est à Saint-Étienne. Quelques années plus tard, Charles de Gaulle, à l'époque du RPF, va lancer sa fameuse association Capital Travail, ce qui sera plus tard la participation, par un grand discours prononcé à Saint-Étienne. De Gaulle, ensuite, en 1969, dans son référendum qui va être un échec pour lui, proposait la régionalisation. Et on oublie très souvent que le corporatisme, c'est non seulement le corporatisme professionnel, mais ça peut être aussi un corporatisme régional. Donc c'était une réforme des régions, mais aussi une réforme du Sénat. Et dans le Sénat, il y aurait eu une fusion entre le Sénat et le Conseil économique et social, qui est aujourd'hui le Conseil économique, social et environnemental, avec la présence de familles, de syndicalistes, des forces vives de la nation. Et ça, c'était absolument pas une surprise. De Gaulle a lu l'Action française. Par son milieu familial, il connaissait les catholiques sociaux, les légitimistes, les républicains sociaux, et il avait
réfléchi, il était très proche des cercles non conformistes. On oublie que quand il sort vers l'armée de métier, l'un des rares à défendre sa thèse, c'est le colonel Daniel Meyer, qui était quelqu'un d'assez original, qui proposait des solutions qui n'ont pas été appliquées par les Français, bien entendu. Et ce Meyer était souvent repris par une revue non conformiste, L'Ordre Nouveau, de Denis de Rougemont, d'Alexandre Marc, de Robert Aron, d'Arnaud Dandieu, avant que celui-ci décède, bien entendu. Avant d'aller trop loin dans cette déjà modernité beaucoup plus proche, je voudrais moi t'interroger sur une expérience. Alors tu as parlé de l'Amérique du Sud qui a fait des tentatives, Brésil, Argentine, Chili, Pérou, mais alors on a évoqué un peu le sujet, mais je crois qu'aux États-Unis il y a eu les mêmes préoccupations dans ce pays qui était aussi un des berceaux du libéralisme et de l'économie débridée, mais qui a eu aussi des périodes protectionnistes, peu importe, c'est pas le sujet. Ils ont aussi essayé à travers la NRA, National Recovery Administration, de mettre en place un code de concurrence loyale, j'insiste sur les mots, et pour mettre fin à la concurrence destructrice en aidant les travailleurs et en fixant des salaires minimums et un minimum d'horaire de travail. Alors je sais que pour toi c'est pas tout à fait une expérience corporatiste. Non, alors là c'est pas vraiment du corporatisme, c'est plutôt un mouvement qui est parallèle au corporatisme qu'on appelle le planisme. Le planisme, c'est par exemple le Belge Henri de Man qui écrit dans l'entre-deux-guerres Au-delà du marxisme. Donc le planisme, c'est la planification économique. On essaie de s'inspirer de ce qui se passe à l'époque en Union soviétique, mais sans l'aspect pistolet avec une balle dans la nuque. Non, on essaye de... Là encore, c'est une forme de troisième voie. Le corporatisme, pour Henri de Man, qui vient des milieux de gauche, qui est socialiste belge, il estime que le corporatisme, c'est une idée réactionnaire. Donc il est hors de question de recréer une idée de la réaction, mais en revanche, il faut dépasser l'antagonisme capital-travail. Et le meilleur moyen de dépasser cet antagonisme capital-travail, c'est de favoriser le plan. Mais cette idée planiste, on la retrouve aussi en France, puisqu'à l'époque, chez les non-conformistes des années 30, il y a une revue qui s'appelle Plan. Dans cette revue, on trouve de nombreuses personnalités qui ensuite, après-guerre, sous la 4e, 5e, au début de la 5e République, vont lancer la politique d'aménagement du territoire, certains programmes comme le TGV ou comme la réorganisation de la région parisienne ou les métropoles d'équilibre. Donc là, encore une fois, l'histoire des idées montre qu'on ne peut pas trancher de manière violente. Les idées bougent et l'exemple de la NRA aux États-Unis qui s'inscrit dans le cadre du New Deal voulu par le président Franklin Delano Roosevelt, ce n'est pas du corporatisme, puisque les États-Unis n'ont pas exactement connu le corporatisme au sens européen du terme, c'est plutôt essayer d'encadrer la folie du capitalisme. Mais ça aussi, Roosevelt n'est pas novateur, car on oublie qu'aux États-Unis, au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, il y a une très violente opposition de ce qu'on appelle les gros patrons avec les ouvriers. On oublie qu'aux États-Unis, à cette époque, il y a dans l'ouest des États-Unis un parti populiste qui s'appelle le Farmers Party, le parti des fermiers. On oublie que Theodore Roosevelt, qui est président des États-Unis de 1901 à 1909, va soutenir la loi antitrust contre les grandes fortunes de l'époque, qui monopolisaient et qui finançaient, qui corrompaient la classe politique de Washington et aussi des États fédérés. Donc tout ceci, Roosevelt du New Deal s'inscrit dans cette vision populiste. Ce n'est pas un hasard si sous Roosevelt, le Parti démocrate quitte le Sud, où il était encore très pré-guerre civile ultra-sudiste, pour s'allier avec les minorités raciales du Nord, avec les syndicalistes, pour former une force puissante au niveau politique. Et certaines personnes
qui lisaient les ouvrages publiés en Europe vont s'inspirer d'une certaine manière, pour le New Deal, du planisme. Ça s'inscrit à peu près dans la même époque. Donc on ne peut pas dire que le New Deal est une forme de corporatisme, non, mais d'un point de vue historique, le New Deal est une forme de planisme très, très, très légèrement appliquée. On est quand même aux États-Unis. Il ne faut pas exagérer. Ok, amis auditeurs, je propose qu'on fasse une première pause musicale et qu'on se retrouve juste après. On va récupérer Gabriele Adinolfi et on va rentrer un petit peu plus dans le corporatisme italien, voire peut-être détailler un petit peu ce qui s'est fait en Allemagne, parce qu'on s'aperçoit que finalement, il y a des choses qui ont été reprises ou mises en place bien avant le Front populaire par exemple en France, et que des résurgences de tout ce qui a été mis en place à cette époque continuent d'exister après. Une première pause et on se retrouve tout de suite après. Nous en serons au temps des cerises, et gai rossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Amis auditeurs, bonjour, nous revoici pour cette seconde et dernière partie pour évoquer le mouvement corporatiste, et nous accueillons Gabriele Adinolfi. Gabriele, bonjour. Bonjour. Alors, on s'est gardé, en attendant que tu nous rejoignes, la partie, l'expérience italienne et mussolinienne du corporatisme. Tu as dit, dans ce petit ouvrage, que le corporatisme a été le seul système alternatif au libéralisme qui a facilité l'émancipation sociale des classes pauvres. Qu'est-ce que c'était pour toi
l'essence de ce corporatisme italien? Le sens de ce corporatisme italien était fondé sur la logique mussolinienne qui anticipe le fascisme, est une logique très juste et très intelligente. C'est-à-dire, il comprend de suite qu'il y a toute une dynamique de friction sociale qui est manipulée dans un cul-de-sac par la lutte des classes. Ce qui ne veut pas dire, comme l'a fait Fermiron, ses adversaires, qu'il passe il essaye de la narcotiser en le mettant dans un système dans lequel les classes dominantes peuvent tranquillement utiliser les classes dominées. C'est tout à fait une logique complètement différente, c'est-à-dire Mussolini comprend de suite, il comprend déjà en 1913, donc bien avant de prendre la position sur l'intervention dans la guerre en 1914, il comprend de suite que la logique de marxiste de la lutte des classes est quand même très bloqué, ça mène dans un blocage qui n'a aucune solution. Il pense qu'il y a une lutte fondamentale, il y a deux luttes fondamentales, une lutte entre les gens qui produisent, ceux qui ne produisent pas, qui vont en profiter, donc il passe du côté des producteurs, dont un grand parti c'est les ouvriers, et en même temps, il est convaincu qu'il y a un conteneur révolutionnaire qui est à la place de la classe, qui est la nation. Dans ce conteneur révolutionnaire, il peut y avoir une collaboration des classes, mais une collaboration des classes dans laquelle il y a une émancipation toujours plus forte de producteurs et de classes faibles. Donc toute l'histoire du régime fasciste, on parle pas de la République sociale, est une histoire de réformes structurelles qui vont de plus en plus dans le sens de l'émancipation sociale, dans le sens de la prise en main de destin de la part de ce qu'on peut appeler les classes dominées. Alors, la lutte des classes reste quelque part intestine parce que les grands capitales, les grandes bourgeoisies essayent de bloquer ce genre de passage, et la logique corporatiste est une logique fondamentale parce que ça donne aux catégories de travail la possibilité de faire leurs propres lois et de les imposer. Donc, pendant le système fasciste, il y a quand même une continuelle lutte intestine entre la bureaucratisation qui vient du haut, qui essaye quand même de freiner la dynamique, mais ce qui n'est pas propre seulement au fascisme. Tu trouves la même chose dans les pays socialistes, par exemple. La bureaucratisation, c'est un élément conservateur de blocage, et une continuelle poussée dans l'histoire de la révolution continuelle, parce que c'est une idée de révolution continuelle qui est quand même faite dans le sein de la nation et qui est faite par l'appui du chef de la nation par rapport aux classes les plus faibles, qui coopèrent avec les classes les plus fortes tout en gagnant de place, et d'un point de vue économique, et d'un point de vue social, et d'un point de vue culturel, tout en grimpant. Donc c'est une lutte de classe interne qui permet l'émancipation dans une logique que c'est la même de Menegno Grippa à l'époque de la Rome républicaine. Et en plus, cette logique, qui est une logique corporatiste dans laquelle les corporations qui on va recréer donc les catégories de travail avec tout ce qui concerne comme savoir-faire, comme participation même identitaire à quelque chose, même que ce soit simplement leur propre travail, etc. Ça sert aussi à casser toutes les logiques d'opposition rationnelle et d'exploitation habituelle systémique. Donc, je veux dire que si on regarde l'histoire de dernières 3 siècles, il n'y a aucun autre système vraiment alternatif au capitalisme qui a été monté en place. Georges ? Je suis ce que dit Gabriele pour l'instant. Ok. Est-ce qu'on peut dire
que finalement, alors, on a reproché au fascisme italien d'être trop interventionniste peut-être, mais est-ce que finalement ça illustre pas les difficultés à trouver un consensus entre les différentes parties? Parce que ce qu'on dit pas, c'est qu'on essaye là pas de forcer, mais de permettre à toutes les parties de tomber d'accord. Et ça, c'est la vraie difficulté. Alors dans l'expérience italienne, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché? Dans l'expérience italienne, et les choses qui ont mal marché, ce sont dues au... je vais être méchant, mais je veux dire, Mussolini a été trop généreux. Donc il a tellement fait du bien à son peuple, au-delà de ce que son peuple le méritait, et il a cru qu'en lui faisant autant de bien, ce peuple aurait pu rester aussi fier qu'il fallait qu'il soit. Donc le vrai problème, le problème du fascisme, c'est qu'à un certain moment, surtout dans les sommets du succès national et international du fascisme, il y a eu beaucoup de gens qui ont pu jouir de ce succès et de ces avantages et qui n'avaient aucune envie quand même de se sacrifier nulle part. Alors quand les choses sont devenues un petit peu particulières, les privilégiés du fascisme, ce sont les gens qui ont bloqué un petit peu la machine parce qu'ils n'avaient pas envie de se sacrifier. Alors ce que je veux dire, c'est que peut-être le fascisme a eu le tort d'être trop généreux. Trop généreux parce que volonté de faire un bien social, ou trop généreux par volonté d'essayer de les séduire plus en politique, de permettre de maintenir l'hégémonie? Enfin, trop généreux pour une bonté extraordinaire qui est une grande valeur humaine et qui parfois politiquement ne marche pas trop parce que Prométhée reste bloqué, figé sur les rochers avec l'aigle qui lui vole les foies. Évidemment, ça marche beaucoup beaucoup mieux dans les succès concrets, quelque chose de très brutal comme le capitalisme ou comme le stalinisme, parce que les gens aiment bien être craindre. Quand les gens ne sont pas craintifs, mais quand ils sont appelés vraiment à niveau de participation, à participer aux choses et sans responsabilité, etc., c'est le moment où les gens sont plus facilement lancés dans une hypothèse de trahison. Donc on le voit carrément qu'au moment des difficultés de l'Italie, qu'est-ce qui se passe à partir de 1940, les gens qui ont trahi, ce sont surtout les privilégiés, les autres n'ont pas trahi. Autre chose à dire sur le fascisme, enfin le corporatisme italien, des grandes victoires, des grandes avancées sociales, parce qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place et qui n'existaient peut-être pas ailleurs, et que met en place Mussolini, justement, dans sa bonté telle que tu le dis toi. Oui, non, forcément, il y a eu des énormes avancements sociaux inimaginables, et surtout pour ce qui était le niveau duquel partait l'Italie, point de vue social, etc. Ce que le fascisme a fait, c'est énorme. Mais la question n'est pas seulement là, parce que d'un point de vue social, on peut dire que les New Deal ou que la social-démocratie ont fait quelque chose de semblable. L'important, c'est que c'était l'idée de la vraie responsabilité et participation et la mobilisation dans un sens à la fois spirituel et humain des gens dans la politique. En fait, c'était une transformation créative de l'homme vers, disons, du brut à l'homme. Donc c'est quelque chose de très, à la fois, appelons comme ça, artistique et philosophique,
trop beau pour pouvoir tenir, parce que les gens sont souvent préfèrent souvent être esclavisés plutôt qu'être rendus libres. En fait, la chose bizarre qu'après après le fascisme a été accusé d'être un système tyrannique qui tyrannisait les gens et qui ne donnait pas aucune liberté, alors que c'est tout à fait l'opposé. Le problème, c'est peut-être qu'il était même trop libéral dans ce sens-là, pas dans le sens économique du terme. Imaginez que, par exemple, il y avait l'édition italienne de la Pravda, 50 000 exemplaires qui étaient vendus, qui avec les abonnés. Donc, ils avaient interdit les partis politiques, mais parce que les partis politiques étaient divisaires, mais pas les idées politiques ou quoi que ce soit. Donc, je veux dire, il y a eu très peu de prisonniers politiques en Italie, et les prisonniers politiques, c'est souvent pour des choses très précises, et je ne connais pas de système autant respectueux du genre humain et de toutes les choses dans l'histoire probablement dans l'histoire, mais certainement pas dans l'histoire du dernier siècle. Petite question, Gabriele. Est-ce qu'à la fin du fascisme, avec la République, y a-t-il eu le maintien des corporations, ou bien il y a eu une transformation, ou bien tout a été détruit? Alors, le problème avec la République, c'est que la République n'a pas... alors là, on parle d'un miracle, parce que par exemple, calculer que la République sociale a hérité l'engagement du roi d'Italie de payer tout l'effort de guerre des Allemands en Italie, est signé par le roi, et qu'on était pendant la guerre, avec tous les frais que la guerre a entamés, et qu'à la fin de la guerre, à la fin de la destruction, le bilan économique de la République sociale était un actif. Donc déjà, imaginez de quoi parle-t-on. Travailler à la République sociale était pratiquement très, très difficile, parce que les Allemands avaient s'est méfié, et je le comprends largement, s'est méfié beaucoup des Italiens après le 8 septembre. Ils avaient toujours peur de les émanciper trop, parce que ça pourrait créer des rebondissements, etc. Et puis il y avait plein d'histoires, guerre civile, et des difficultés absolument incroyables. Ceci dit, ils ont essayé de pousser un peu en avant un processus qui était déjà entamé, qui se termine avec la socialisation, c'est-à-dire la participation qui a juste été amorcée, hein. Participation au bien et aussi participation à la responsabilité, qui était quand même un passage ultérieur du corporatisme. Simplement, tout ce qui était fait dans les 18-19 mois de la République sociale a été fait dans des situations tellement difficiles, avec des essais tellement amorcés, et que on voit plutôt l'intention que le résultat. Alors moi, je vais nous ramener juste un petit peu avant la guerre. Alors, on l'a dit, hein, l'effort, c'était pas que d'amener des nourritures ou un meilleur salaire ou des meilleures conditions de travail. C'était aussi d'amener une élévation de l'âme, avec un petit peu des efforts culturels. Et est-ce qu'on peut dire que Mussolini, il s'inspire de ce qui se fait à Fiume? De Fiume. Oui, quelque part, oui. Alors, c'est à la fois juste exact et inexact, dans le sens que Fiume, c'est quelque chose, je veux dire, de Fiume, beaucoup de gens, beaucoup de fascistes étaient à Fiume, et beaucoup de gens de Fiume sont passés après au fascisme. La chute de Fiume a permis, de notre côté, aux fascistes de gagner la guerre civile, parce que les gens qui venaient de Fiume ont rempli les forces, les troupes fascistes dans ce qui était la guerre civile 20-21. Et ça leur a permis militairement de gagner. L'esprit était quand même venait plus ou moins dans un truc, parce que entre le futurisme et le syndicalisme révolutionnaire, on a les éléments qui sont fondateurs du fascisme. Le syndicalisme révolutionnaire et Mussolini vont tout à fait avec, etc. En même temps, il y a d'annonces et peut-être un peu trop poétique et gestuel par rapport exactement au contenu du fascisme. En Fiume, nous avons aussi d'autres personnages importants, comme De Ambra, c'est l'un des principaux
qui ont écrit la carte du Carnard, et comme Giulietti qui sont restés antifascistes après. Donc c'est plus complexe que cela, mais bon, il y a quand même beaucoup plus de... Je veux dire, il y a un lien très fort entre le fascisme et Fiume, certainement. Sur le point de vue, par exemple, du corporatisme, je ne le vois pas trop. Par contre, sur l'aspect culturel à apporter au peuple, là, on peut dire qu'il y a une empreinte de Fiume qui a un marqueur. Oui, ça on peut le dire, mais avec une différence qu'évidemment les caricatures ont tendu à faire disparaître, c'est-à-dire que la façon de s'imposer de l'annonce était une façon gestuelle et poétique, parfois esthétique. Le fascisme a pris de l'esthétisme forcément, beaucoup, mais pour Mussolini les choses étaient beaucoup plus structurelles. Donc c'était, si on veut, c'était beaucoup plus scientifique tout en étant très, très poète. Sur l'aspect culturel ? Oui, il est vrai que Fiume a été un événement fondateur de ce qui va donner plus tard le fascisme. Il est vrai que le numéro 2 du régime fondé par Gabriele D'Annunzio, c'était Alceste de Ambris, vieux syndicaliste révolutionnaire qui avait fait la journée rouge de Parme juste avant-guerre, qui avait été du côté des interventionnistes et qui ensuite va être un militant antifasciste puisqu'il va mourir en exil en France au milieu des années 1930. Et il est vrai que à Fiume, c'est un véritable bouillon de culture et il y aura une influence considérable sur l'Italie mais aussi autour. Et ça fait partie, encore une fois, puisqu'il faut bien savoir qu'il y a des idées nationalistes révolutionnaires, j'emploie un terme anachronique, qui émergent à Fiume. Donc ça fait partie de cette fameuse rupture, de ces conséquences de la Première Guerre mondiale, avec des répercussions considérables. N'oublions pas non plus qu'il y a les communautés italiennes qui vivaient non seulement en France mais aussi en Amérique du Sud. Et là, bon, je ne sais pas, mais je jette une hypothèse. C'est un peu comme pour l'Adestas Ramos, pour plus tard les cercles nationalistes syndicaux. Y a-t-il eu peut-être des Italiens qui sont allés en Argentine, qui ont parlé de Fiume, et là peut-être ça aurait été à la base de ce qui sera plus tard le justicialisme, le péronisme? Certainement, à la base du péronisme et du socialisme, il y a des Italiens qui étaient en République sociale. Il y a, là, le nom m'échappe, mais je vais le vérifier vite fait, mais Perron a donné la réforme justement du travail, etc., quelqu'un qui était un de mettre en place de la socialisation de la République sociale. Donc il y a quand même une continuité là-dessus qui est certaine. Alors, le corporatisme, on l'a vu, c'était une tentative pour ramener de la justice sociale dans les rapports entre le capital et le travail, pour faire simple. Est-ce qu'on peut dire que du coup, l'Allemagne nationale-socialiste, c'est un corporatisme ou c'est autre chose ? C'est autre chose. C'est autre chose. L'Allemagne nationale-socialiste, c'est tout à fait autre chose. Et nous avons, c'est vraiment deux mondes différents. Alors que on peut avoir le même esprit, mais c'est deux mondes différents parce que l'Allemagne, l'idée allemande reste malgré tout une idée prussienne. Donc c'est une idée de quelque part dans l'économie et dans tout le reste, c'est une idée quand même très militaire. Avec évidemment une logique militaire là-dessus très important où il y a deux éléments. Les officiers s'occupent bien de la troupe et surtout, fondamentalement, n'importe qui peut devenir officier. Donc on parle de quelque chose qui est, dans un certain sens, il est hyper socialiste. Mais l'idée, comment dire, de la participation économique, corporatiste, etc., l'idée de la police est absente dans l'imaginaire allemand. Donc, les deux systèmes sont pas tout à fait les mêmes et ils sont pas tout à fait les mêmes dans les repères fondamentaux. Quelque part, c'est pas tout à fait ça, mais quelque part, le fascisme est plus catholique et l'Allemagne est plus protestante, quelque part.
Je reviens à ce que je disais tout à l'heure avant la pause, que on ne peut pas comparer le corporatisme entre guillemets de l'Allemagne national-socialisme et les expériences corporatives des États latins. C'est totalement différent. Où est-ce qu'on situe les différences ? Ah, ça nous irait beaucoup trop loin dans l'organisation, dans les théories, dans la forme structurelle. Il ne faut pas oublier que Hitler s'associe quand même avec les grandes entreprises, avec le patronat, avec les Junkers, avec au début quand il arrive au pouvoir. Donc il faut essayer de ménager un petit peu les tendances. On oublie qu'il y avait l'opposition à Hitler qui était le front noir des frères Strasser, qui eux voulaient vraiment une révolution nationale et socialiste. Remeux et CSA était une forme, je renvoie les auditeurs d'MZ au livre de Jean Mabir, Rome, l'homme qui inventa Hitler. Hitler a tranché, il s'est débarrassé de la frange sociale et populaire. Oui, non, mais minute. Là quand même, il faut. C'est évidemment plus complexe que cela, parce que la forme, disons le Strasser, en particulier Gregor Strasser, en quelque partie aussi Rome, mais peut-être de façon un peu plus inconsciente, ils avaient quand même été rentrés dans le piège de von Schleicher, dans une hypothèse d'unité nationale avec les syndicats, avec aussi les grandes entreprises. Donc en fait, finalement, malgré tout, je pense que l'élément contre-révolutionnaire était eux, et l'élément révolutionnaire était Hitler là-dedans. Hein. Alors, un des points communs en tout cas qu'on peut y voir, c'est la volonté de repenser le système de décision au sein de l'entreprise, ou en tout cas dans les branches, on y introduit l'État, on y introduit tantôt des membres du gouvernement fasciste, ou des ministres. En Allemagne, on fait rentrer les ouvriers dans les conseils d'administration, ça commence là. Donc il y a une vraie volonté d'intervenir et de commencer à réguler, ou de continuer à réguler. Et là-dessus, il y a des choses à dire d'un point de vue... Il faut savoir qu'après-guerre, l'Allemagne va mettre en place ce qu'on appelle la cogestion, oui, où les syndicats ont au moins un tiers de présence dans je vais faire simple, le conseil d'administration. En fait, c'est plus compliqué, c'est plutôt le directoire des grandes entreprises. Mais cette cogestion existe. Alors en fait, elle existe depuis 1949-1951. Ça dépend selon les Länder. Mais ça fait partie du modèle social allemand qui est lié à la pensée ordolibérale, c'est-à-dire l'organisation sociale du marché. Mais on va y revenir parce que c'est un point important, mais juste pour dire que tous ces systèmes d'après-guerre, ils naissent quand même en tout cas, ils commencent à prendre racine dans ce qui se met en place aussi bien dans le fascisme que dans le front du travail. Bien sûr. Bien sûr. Pour ce que tu disais auparavant sur le fait de tentative du fascisme par l'intervention de l'État, etc., la faiblesse a été seulement, j'en reviens, a été de la magnanimité dans le sens dans la excessive indulgence, excessive bonté de Mussolini, parce que en fait, vu que le fascisme marchait, tout le monde était fasciste. Alors, ce qui se passe, par exemple, je viens de relire pour la 3e fois les mémoires de Philippe Panfouze, qui était le diplomate fidèle jusqu'à la fin de Benito Mussolini, qui après était un des fondateurs du MSI, etc. Et qui a eu quand même la difficulté énorme d'être en Allemagne, de composer avec les Allemands après le 8 septembre, avec des histoires qui sont carrément compréhensibles, parce que les Allemands étaient quand même furieux, parce que c'était la moindre chose qu'on puisse arriver, et il décrivait toutes les critiques différentes qui étaient données au fascisme par deux composantes différentes. Donc chaque composante donnait la sienne. Que ce soit la Wehrmacht, que ce soit le parti, que ce soit les syndicats, etc. Mais j'ai retenu peut-être une chose qui s'applique non seulement aux critères de l'armée, la critique des SS au fascisme, et qui était Mussolini a voulu faire la guerre avec des généraux fascistes, alors qu'il fallait faire la guerre avec des fascistes généraux.
Et en fait, c'est un petit peu ça le problème c'est que beaucoup de gens ont dit l'État demande ça, l'État fasciste demande ça, donc je vais prendre la place, mais je suis fasciste. Mais en fait, c'était des fonctionnaires qui n'avaient aucun problème à répondre à autre chose. Donc s'il y a eu un problème, c'est là-dessus qu'il y a eu. Alors, les gens d'extrême gauche, quand ils parlent de ces expériences-là, ils disent que globalement, mais c'est vrai, le fascisme n'était pas là pour spolier l'outil industriel des capitalismes, mais plutôt pour rééquilibrer la question des richesses, pas pour détruire le capital, le patronat, mais pour rééquilibrer la richesse. Et du coup, c'est un argument qu'ils utilisent pour nous dire, finalement, vous êtes des alliés du capital. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ? On peut leur répondre que le capital a toujours financé l'Union soviétique, quelles sont les armes de capital qui ont financé l'Union soviétique, que ce sont surtout les capitaux de l'usure, les capitaux financiers qui ont essayé de détruire ou d'espolier la production avec les communistes souvent comme valets ou comme alliés, et surtout que j'accepte toutes sortes de critiques de la part de quelqu'un qui a réussi, mais je veux dire, ils ont toujours fait faillite dans tous les sens socio-économiques et culturels, donc une leçon à donner à personne. On se moque de ce qu'ils peuvent dire. D'accord. Mais ce sur quoi je voulais qu'on arrive pour essayer de se projeter sur la dernière partie et sur la nécessité de repenser un peu une troisième voie réaliste, c'était de dire finalement il faut rentrer dans une culture de consensus. Peu importe comment on la met en œuvre selon les spécificités des pays, mais il faut arriver à arbitrer et à prendre des décisions qui permettent à tout le monde de continuer à vivre. Je crois que c'est un petit peu ça l'esprit de la troisième voie ou d'un néo-corporatisme à construire, ou un avenir moins libéral. C'est permettre à la personne qui travaille dans l'unité économique qui s'appelle l'entreprise de s'épanouir et de participer pleinement à la vie de l'entreprise en évitant de ce qu'on appelle une sorte de désertion économique. Dans le système capitaliste du 19e siècle, ce que je disais dans la première partie de l'émission, quelqu'un qui travaille 18 heures par jour, bon j'exagère ici, et qui gagne que 2 francs pour la semaine, il va pas s'investir, il va trouver ça que c'est une charge, c'est quelque chose d'horrible. De toute façon, il n'aura pas l'énergie. Il n'aura pas non plus l'énergie, c'est pour ça que je donne un exemple assez excessif. En revanche, si les conditions qui sont autour de lui s'améliorent, d'où le rôle des paternalistes, d'où le rôle de toute cette école en France, de ce qu'on appelle les écoles des catholiques sociaux, qui étaient proches des milieux légitimistes, je le rappelle, ça permet à la personne de s'investir dans l'entreprise et de prendre conscience que l'entreprise, c'est plus qu'une unité économique, ça peut être une communauté de destin économique. Et cette idée, on la retrouve au XIXe siècle dans le bonapartisme social, dans l'héritage de Napoléon III. On le retrouve aussi dans certains courants du boulangisme, mais à l'époque assez limité, chez les catholiques sociaux, chez les royalistes d'Action française, avec Firmin Bacconnier, chez certains syndicalistes jaunes, même si parfois entre Charles Bietri et Firmin Bacconnier, il y a des rapports extrêmement forts, exécrables, et puis même chez les gaullistes de gauche, la participation, dans les années 1950-1960. Participation que Georges Pompidou refusait, bien entendu. Ah non, je disais... C'est pas étonnant, mais... Alors, tu viens d'évoquer un aspect qu'on a fait que finalement que gratter en surface. La question du... Dans le livre, on en parle, il y a plusieurs, il y a Aristide Lecate, Massimo Maliero, le docteur Bernard Plouvier, Jean-Gilles Malerakis, qui évoquent ce sujet, qui reviennent sur plusieurs pages. Alors, moi, l'aspect sur lequel je voulais insister, c'est que ce corporatisme, il a finalement un double visage.
parce qu'il a le corporatisme, on dirait des branches de l'industrie, du commerce, etc. Mais il y a aussi la notion du corporatisme d'État qui doit définir, qui doit donner un sens. Alors c'était peut-être la force peut-être de l'exemple allemand, qui a été de dire nous on s'est orienté sur l'économie de guerre et on a fait d'abord le redressement parce qu'il fallait redresser le pays et ensuite lui fixer des buts de guerre. Mais globalement aujourd'hui, est-ce qu'il y a ce double visage de l'orientation ou de planisme ou d'économie politique ou d'économie régulée où il y a la nation ou l'Europe, et ça c'est une autre question qui viendra après, pour définir un cap aux industries, aux économies, et puis il y a la façon de s'organiser. Et dans les deux cas, il y a des difficultés et des limites à ne pas pousser trop loin, pour ne pas être trop interventionniste ou trop libéral. L'Alliance sociale a énormément travaillé sur le corporatisme, puisque l'Alliance sociale des peuples et pays de France, qui avait été organisée par Benjamin Guillemin et Jean-Pierre Dutrieux, au milieu des années 1990 jusqu'au milieu des années 2010, a fourni un énorme travail sur le corporatisme, et il défendait le corporatisme non pas d'État, puisqu'il était très méfiant envers l'État. Il défendait un corporatisme de branche. C'est par exemple Georges Jakovlev qui défendait dans plusieurs bulletins de l'association cette vision des choses de manière extrêmement pratique. Je me souviens avoir assisté à différents colloques organisés en région parisienne par l'Alliance sociale au début des années 2000, où il y avait des personnalités spécialistes en droit du travail qui apportaient concrètement, dans le cadre français, des propositions de corporatisme à partir des branches. La production existe. Elle est disponible. Jean-Pierre Dutrieux, avant de décéder, avait un site internet qui s'appelait Prospérité et Partage, où il défendait non seulement une vision corporatiste, mais une vision beaucoup plus large, avec les dividendes nationaux et le revenu universel. Alors, il faut effectivement aller dans le livre parce qu'il traite pas mal de sujets et notamment comment peuvent s'organiser ou comment on peut s'organiser certaines expériences. Si on revient un petit peu sur l'idée de se réapproprier l'économie politique pour favoriser le pays du destin. On s'aperçoit, avec cette crise du Covid, que l'Europe, elle a été incapable de se protéger, de se défendre dans de très nombreux secteurs. Alors, au-delà de l'aspect immédiat lié à cette crise du Covid, sur quel sujet, sur quel thème l'Europe devrait se réapproprier, reprendre en main son destin? Qu'est-ce qu'il a abandonné? Qu'est-ce qu'il devrait reprendre Bon, déjà, je suis pas complètement d'accord sur la faiblesse montrée par l'Europe à la question du Covid, parce que si on compare avec le reste du monde, elle n'a pas été si faible que cela. Au contraire, je pense qu'actuellement, elle a même avancé dans son organisation, que ce soit bonne ou mauvaise, c'est pas le cas. Ceci étant dit, le problème reste. Ce n'est pas qu'un problème économique, parce que je veux dire, le corporatisme c'est un projet qui est un projet à la fois de liberté et de socialité. Il est un projet culturel ancré sur une logique de participation civilisationnelle qui reste dans la logique gréco-romaine de la police, pas de la police dans le sens des agents avec la matraque. Et actuellement, tous les systèmes économiques, peu importe lesquels, sont des systèmes grosso modo fondés sur une logique marchande plus ou moins juste, plus ou moins erronée, plus ou moins abstraite, mais quand même très atomisée et matérialiste. Peu importe dans quel secteur dans la planète, c'est vraiment rare de trouver quelque part une notion qui ne soit pas différente. Nous pouvons trouver parfois des visions entre guillemets impériales qui sont plutôt impérialistes, c'est-à-dire par exemple la Chine, mais la Chine c'est quand même le peuple chinois est un peuple de fourmis utilisé comme de façon matérialiste et mécanique. Alors le vrai problème en Europe, c'est un problème à la fois biologique dans le sens que nous avons arrêté de faire d'enfants et nous avons arrêté d'avoir une vitalité réelle, et c'est un problème aussi de sentiment d'autonomie et de liberté.
si tu récupères le sentiment d'autonomie et de liberté, tu peux rectifier même les relations économiques. Vice versa, tu peux pas le faire parce que si l'homme ne pas, disons le corporatisme est quelque chose au service d'un homme libre. Et tu peux pas faire un corporatisme au service de quelqu'un qui veut être un esclave. Et aujourd'hui, nous sommes dans le stade où tout le monde veut être esclave. Simplement, on arrive grâce à plusieurs choses, y compris le Covid, au fait que peut-être l'esclave que le maître ne pourra plus maintenir l'esclave. Donc, à ce moment-là, l'esclave sera obligé de retrouver quelque part la façon de se libérer. Et quand je parle de se libérer, je ne parle pas du fait de faire la révolution ou l'insurrection contre qui on le saurait même pas, parce que très souvent, c'est contre l'anonymat et c'est surtout contre soi-même. Mais c'est de faire la révolution formatrice. Donc, c'est de trouver des façons pour franchir la route à nouveau. Et ça, c'est techniquement possible, il y a des possibilités là-dessus. Alors, là-dedans, même, l'Europe maintient beaucoup de germes qui sont plus intéressants que d'autres, même l'ordolibérisme, je suis désolé, mais l'ordolibérisme, je pas à toi que je le dis, mais je veux dire à beaucoup d'autres gens qui, quand on parle d'ordolibérisme, ils prononcent ces mots comme s'ils parlaient de langue. L'ordolibérisme garde quand même de résidus civilisationnels de liberté des polices que le capitalisme libéral, disons turbo-capitalisme, que ce soit chinois, américain, anglais, n'a pas du tout. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, le corporatisme, la vision corporatiste des choses, va à l'encontre du salariat. Il faut sortir du salariat. Le salariat est une forme d'esclavage. Actuellement, on a en France Assa Traoré et nos chers amis indigénistes qui veulent détruire les statuts, y compris de Victor Schœlcher, l'homme qui a interdit l'esclavage en France en 1848, mais à l'heure actuelle, il y a un combat beaucoup plus important sur l'esclavage moderne et postmoderne, qui est le salariat. L'Alliance sociale des peuples et pays de France s'opposait à la généralisation du salaire, du salariat, au profit de communautés de destin économique dans le cadre des corporations organisées par des branches professionnelles ou par des métiers. Car la personne qui travaille dans une corporation travaille pour elle-même. Je reviens sur mon exemple de tout à l'heure. Le produit qui est acheté par le client est acheté parce qu'il est pas le moins cher, mais il est le meilleur, le plus joli ou le plus solide. Ça, c'était tant qu'on n'avait pas un monde globalisé avec une concurrence ouverte des produits qui peuvent voyager très rapidement. Il faut remettre ça dans un contexte historique. Autant c'était possible à une époque où on n'avait pas le chemin de fer, ne serait-ce que ça pour transporter les marchandises. Aujourd'hui, on a l'avion, on a le bateau. La technologie, elle change la donne. Voilà pourquoi il faudrait peut-être penser à ce qu'une vieille idée de Guillaume Faye, l'autarcie de grand espace, le développement autocentré et aller plus loin que le protectionnisme, l'autarcie. Alors, du coup, ça me ramène à ma question de tout à l'heure. Quand je disais l'Europe a failli, c'est pas l'Union européenne dans son rôle, c'est les pays d'Europe se sont aperçus qu'ils étaient des nains, que finalement il leur manquait beaucoup de choses pour tenir debout. C'est ce que j'ai voulu dire. J'ai pas voulu attaquer le travail de l'Union européenne en tant que tel. Non, mais ça me choque pas. Non, mais voilà, c'est juste pour dire, voilà, en France, on s'est aperçu qu'on n'était plus capable de fabriquer des masques, qu'on n'était plus capable de fabriquer ci, de fabriquer ça. L'Allemagne, par contre, ça a très bien sorti. Oui, mais parce qu'ils sont restés un pays industriel. Et c'est là que. Mais c'est peut-être, on en revient à cette expérience ordo-libérale, parce que finalement, on dirait qu'il y a des pistes intéressantes et qui sont peut-être des résurgences de l'ancienne organisation du Front du travail allemand, qui a réussi à obtenir ce consensus. Et aujourd'hui, les vrais contre-pouvoirs, ils sont peut-être pas forcément au niveau des États, mais ils sont peut-être dans le fait de faire travailler ensemble les régions. Parce qu'on pense souvent en France comme des jacobins où l'État doit intervenir sur tout, mais les régions, elles ont intérêt à garder leurs entreprises, les entreprises, les salariés ont intérêt à garder leurs entreprises, et tout le monde a intérêt à travailler ensemble. Et ce consensus-là, il faut y réfléchir. Et il ne faut pas oublier que quand Gabriele parle d'ordolibéralisme, ça n'a rien à voir avec ce que Mélenchon décrit dans son pamphlet Le Hareng de Bismarck, écrit il y a quelques années, où il dénonce le soi-disant ordolibéralisme
libéralisme allemand, alors que Michel Albert a bien montré au début des années 1990 dans un livre Capitalisme contre capitalisme que cet ordolibéralisme qu'on appelle aussi le libéralisme rhénan, qu'on appelle aussi le libéralisme de l'Italie du Nord ou le libéralisme vendéen ou choletais ou même japonais a disparu au profit d'une autre forme de libéralisme. L'ordolibéralisme, c'est certes une forme de libéralisme, mais c'est un libéralisme qui est encadré par l'État et aussi par des entreprises ou même par des proto-corporations. Je vais un petit peu plus loin. Voilà. Donc quand Mélenchon dénonce aujourd'hui l'ordolibéralisme, il se trompe puisque l'ordolibéralisme en Allemagne a quasiment disparu, excepté le système de la cogestion qui va qu'à un cas. Alors si les auditeurs ont bien suivi quand même le fil conducteur de cette émission, les corporations préservaient une certaine communauté de travail, des communautés organiques. Quand on a cassé ça, on a cassé l'équilibre. Et aujourd'hui, dans nos réflexions de troisième voie, on essaye de se poser des questions pour revenir à un équilibre plus stable où tout le monde serait correctement représenté. Voilà. Donc, on a évoqué tout à l'heure dans l'exemple allemand toujours, et en tout cas, ça manque cruellement en France, cette question de co-gestion. De rendre le salarié, même si pour l'instant on en est là, mais de rendre le salarié, de permettre au salarié de prendre en main son destin et d'intervenir sur une meilleure répartition des richesses. Pour une troisième voie solidariste, je mentionne des exemples. Par exemple, en région lyonnaise, il y a 2 ans, un chef d'entreprise, pour célébrer les 30 ou 40 ans de son entreprise, a distribué gratuitement, au prorata de l'ancienneté du personnel, de tous les membres du personnel, des actions. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'actionnariat populaire. Les travailleurs, les salariés dans cette entreprise sont eux aussi actionnaires de cette entreprise et je crois même qu'ils sont majoritaires. C'est-à-dire l'entreprise ne peut pas faire l'objet d'une OPA d'une entreprise étrangère venue des États-Unis ou d'ailleurs. Ça, c'est une forme aussi, alors c'est pas une corporation au sens idéal du terme, mais c'est un bon début. On reste dans le système actuel, certes, mais les personnes qui travaillent dans cette entreprise vont travailler quasiment le double, puisqu'elles sont aussi actionnaires de l'entreprise. En tout cas, ils ont intérêt à ce qu'elle dure, à ce qu'elle perdure, et donc, quitte à sacrifier. Enfin, l'exemple allemand dans l'histoire récente, il est très éclairant. Je reviens aussi au milieu des années 70, le Front National, sous la direction d'un de ses secrétaires général qui s'appelait Gérard, avait écrit un ouvrage, Droite économique, à peu près, où le Front National défendait l'idée de distribuer gratuitement aux Français des actions des grandes entreprises nationalisées à l'époque. On était au milieu des années 1970. C'est ce que Jean-Marie Le Pen appelait, dans un terme assez particulier, le libéralisme populaire. Mais pour prolonger ça, il ne faut pas oublier que la lutte des classes, elle est ancrée dans les syndicats ouvriers, mais elle est aussi ancrée dans l'esprit, en tout cas en France, de manière très, très profonde et pas partageuse du tout dans l'esprit des entrepreneurs qui sont pas prêts du tout à aller vers de l'actionnariat salarié ou à permettre la cogestion dans les conseils d'administration. Donc le travail de fond il peut être amené pour des gens de la troisième voie pour essayer d'influer et de changer la donne, parce que c'est bien beau de dire il faut mettre fin à la fin des classes, mais c'est juste baisser le pantalon pour reculer de quelques vingtaines d'années, ça n'a aucun sens. Par contre, de réfléchir à ce qui marche ailleurs, il y a des pistes de travail intéressantes. Nous sommes parfaitement d'accord. Les problèmes du syndicat, c'est que c'est quelque chose de bureaucratique, quelque chose souvent de vendu, quelque chose de corrompu, quelque chose de, comment dirais-je, de contre-productif et contre-révolutionnaire. Mais le problème de ce qu'on appelle le vrai problème de la lutte des classes n'est pas du fait que quelqu'un essaie de prendre sa revanche par rapport à l'oppression ou la partie d'oppression qu'il reçoit, c'est surtout de la part de celui qui opprime. Donc justement, et c'est le sens fondamental du corporatisme fasciste, qui était un corporatisme qui allait surtout dans le sens du peuple. C'était l'Italie prolétaire dont Mussolini parlait. Ce n'était pas que de la rhétorique.
J'ai même vu dans ce petit fascicule qui est vraiment étonnant que Evola était favorable à un droit de co-direction, de co-gestion et de co-détermination. Oui, ça c'est dans Les Hommes au milieu des ruines. Ah oui, je le m'en souviens. chapitre où il parle de l'économie et de la société, de l'entreprise. D'accord. Où il dit que non seulement il faut que les salariés puissent recevoir des actions et participer aux bénéfices, mais aussi, si jamais l'entreprise fait faillite, il faut que les salariés soient solidaires dans la faillite. D'accord. D'ailleurs, on retrouve cette idée dans l'intéressement gaulliste de 1900, la loi de 1967. Que Sarkozy a essayé de reprendre en 2008 avec sa règle des 3 tiers, un tiers au patronat, un tiers au salariat et puis un tiers aux actionnaires. Bon, il s'est fait renvoyer dans ses 22 mètres en disant touche pas à ça, touche pas au Grisby, hein, ça c'est quelque chose de sacré. Bon, je crois qu'on a bien quand même pas trop mal cerné le sujet. Quelques éléments de conclusion. Tout simplement, pour les auditeurs de Méridien Zéro qui seraient intéressés, qu'ils commandent l'ouvrage sur le site de Synthèse Nationale, et l'ami Roland Elie sera ravi de leur envoyer l'ouvrage. Pour le prix qu'il regarde, c'est en ligne. Gabriele, le corporatisme, c'est une idée d'avenir pour le 21e siècle ou il faudra peut-être se concentrer sur d'autres choses? Je pense que forcément, il faudra évidemment imaginer, il faut créer, former, décliner de modèles nouveaux, mais que l'essence fondamentale du corporatisme, c'est peut-être un jeu de mots, mais ça sera fondamental. Parce qu'il n'y a pas d'autres, parce que je ne vois pas beaucoup d'autres hypothèses dans la société, dans l'économie, parce qu'à part la faillite socio-économique, il y a soit une vision, comment dirais-je, hiérarchique et à la fois individualiste qui est le capitalisme, soit il y a une voie qui est celle de la synergie et dans une logique de destin, et celle-ci amène d'autres, évidemment, à d'autres lignes d'organisation, même des directions, et l'esprit originaire et l'esprit corporatiste qui du reste date depuis la République romaine quelque part. Donc je pense on peut réinventer tout, le réécrire, le redécrire, mais qu'en fait les pôles ce sont les pôles de pôles. Bien, amis auditeurs, je vous remercie de votre attention. On en a terminé pour le sujet qu'on traitait ce soir. Simplement, j'aimerais profiter de la présence de Gabriele et de ces journées estivales des Lansquenets d'Europe pour que Gabriele nous fasse un petit point d'avancement de ce projet, parce que ça fait maintenant, en tout cas pour la France, bientôt 4-5 ans que le projet est né. Donc, comment ça a vécu, comment ça doit évoluer? Oui, ça fait 5 ans. Comme je sais que c'est très difficile à expliquer parce que c'est un phénomène complexe qui se joue sur plusieurs créneaux. Donc, d'un côté, c'est une logique tripartite, donc trifonctionnelle, qui c'est à la fois quelque chose qui touche beaucoup le métapolitique, mais qui touche aussi la formation, qui touche aussi l'alliance militante, qui touche des éléments de fraternité intereuropéenne. C'est quelque chose qui joue dans plusieurs pays. Par exemple, ici, il y avait 7 pays représentés, dont 5 de façon assez significative. Puis nous avions en ligne ou ailleurs au moins 2 autres pays dans lesquels la présence est très significative. C'est une présence qui n'est pas la présence d'un groupe, un groupuscule, d'un parti ou quoi que ce soit, mais c'est une présence de réseau, de formation, d'actions, de relations qui touchent beaucoup de sujets différents, y compris partis politiques, y compris groupes, y compris parfois des catégories sociales, et ça continue parce que je crois que ça va dans le sens de la société liquide dans laquelle nous vivons, et ça va dans le sens, grosso modo, de l'histoire, bien qu'avec très peu de moyens. Et je constate que jour après jour, ça progresse un peu dans tous les domaines.
Donc notre problème peut-être celui-ci de ne pas avoir suffisamment de ressources humaines pour pouvoir faire face à tous les opportunités qu'ils nous offrent. Et mais bon, je pense que les bilans je suis quelqu'un qui est très prudent, qui est je me considère toujours, je me définis un pessimiste enthousiaste. Je vois toujours le verre mi-plein. Et je suis pas en train je suis jamais en train de dire les choses vont bien. Et ceci dit, je constate que le progrès que nous sommes en train de faire jour après jour sont vraiment significatifs et je ne peux pas voir le verre mi-plein, mi-vide, mi-plein. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas vu, Gabriele ne l'a pas évoqué, mais pendant le confinement, vous avez mis en route un cycle qui existait déjà, mais vous l'avez accentué pendant le confinement, le cycle de formation de l'Académie des Lansquenets d'Europe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? À qui est-ce que ça s'adresse? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Quelle est l'idée derrière? Alors, c'est pas payant du tout, c'est fait sur plateforme Internet. Pendant le confinement, je pensais de lancer et de tenir des séances qui étaient quand même assez engageantes parce que il y avait entre 4 et 5 séances par semaine et il y avait une séance française, une séance espagnole, une séance anglaise et 2 séances italiennes. Et en fait, il y avait beaucoup de choses. Il y avait soit des cours précis, donc des cours techniques sur la communication, sur le pouvoir, soit il y avait des argumentaires plus imaginaires. C'est-à-dire, on parlait d'un sujet en particulier. Par exemple, on a parlé du phénomène Jean-Marie Le Pen en France. On a parlé d'autres comment dirais-je exemples historiques comme en Italie lotta di popolo terza posizione. On a même parlé, on a fait de parallèles, des analyses parallélisme entre léninisme et mussolinisme, enfin beaucoup de choses. Il y a eu plusieurs interventions sur la situation économique, sur le développement, et donc il y avait différentes manières de le proposer, donc soit pour des gens qui voulaient plutôt étudier, soit pour des gens qui voulaient plutôt écouter, mais même quand on s'agissait de faire des questions purement, comment dirais-je, presque comme si c'était de conférences, les conférences étaient ancrées pour arriver à sortir des choses, c'était bien expliquer les choses qu'il fallait en sortir pour le présent et pour le futur. On a même donné des conférences sur la tradition romaine en faisant des parallélismes sur l'actualité, sur ce laquelle qui pourrait bien y être. Alors, pendant le confinement, on a eu plus que 40 séances. Ils sont intervenus une trentaine de personnes et de différents pays, et voilà, je pense que ça a quand même a eu un sens, c'était assez utile. Évidemment, après le confinement, les gens respirent, donc on le relancera à partir de l'automne, mais pas avec cette fréquence. Donc peut-être une fois par mois ou 2 fois par mois, mais on va la relancer parce que c'est quand même utile, parce que c'est facile. Il y avait des gens qui s'est connectés du Canada, par exemple, en même temps que des gens qui sont connectés de France, de Suisse. Donc tu peux traverser l'espace et le temps, et je crois que c'est quand même un outil non négligeable. Alors moi, tu dis ça tranquillement, Gabriele, et on a organisé une trentaine de séances de formation, 5 par semaine, une quarantaine de séances de formation, 1 mois et demi, 2 mois. Et je suis bien placé pour témoigner que il y a beaucoup de râleurs dans notre famille politique pour dire il se passe rien, on nous forme pas, etc. Moi, je vous dis juste, il y a des gens qui ont travaillé, qui continuent de travailler et qui ont l'intention de continuer de travailler, et pour vous apporter du contenu, pour vous élever, pour élever
élever votre niveau de réflexion, que ces vidéos de l'académie des Lansquenets, on pourra les retrouver. Je vous mettrai le lien sur. C'est facile. Parce que puisque pour le problème des langues, Lansquenets, les gens n'arriveraient plus à faire. Je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. Chaîne YouTube Gabriel Adinolf, et puis on trouve selon le titre, on va voir, si le titre est en français, c'est en français. Voilà. Donc, amis de la résistance identitaire européenne, partagez ces vidéos parce que vous verrez que, alors oui, forcément, ça demande du temps, mais pour élever son niveau de réflexion, il faut travailler et d'écouter des contenus intéressants, ça fait partie de ce travail. Quel message tu pourrais envoyer aux Français ou aux Européens, francophones en l'occurrence, qui se sentent un peu désœuvrés et qui ont du mal à donner du sens à leur combat? Comment les Lansquenets d'Europe peuvent leur apporter quelque chose, et notamment aux plus jeunes peut-être? Je ne veux pas faire comme Kennedy qui ne demandez pas qu'est-ce que vous pouvez faire, que votre pays peut faire pour vous, me demandez qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays, mais nous y sommes presque. Je veux dire, ce que peut rapporter les Lansquenets d'Europe, c'est la conscience de deux choses. La première, c'est que on peut avoir tous les ennemis qu'on veut, mais que le premier ennemi, c'est toi-même. Et la deuxième, c'est que ce n'est pas par un défaitisme cosmique et une attitude victimiste ou fataliste qu'on sort de l'impasse, c'est en se remettant en cause, parce qu'effectivement nous vivons dans une situation actuelle qui est complètement différente par rapport à il y a quelques années, et même par rapport à il y a quelques mois. Donc il faut essayer de travailler pour changer ses propres réflexes, je ne sais pas si c'est le réflexe, peut-être, ses propres réflexes, et pour commencer à comprendre qu'il y a tous des espaces, qu'il n'y a que 2 espaces à remplir et même à sacraliser. Alors, si on arrive à comprendre que chacun est un monde et qui peut former une cité, et évidemment, il ne peut pas être tout seul, mais il peut avoir dans une vision, là on revient là-dessus, un peu corporatiste, cette cité fait partie des autres cités, donc il y a une alliance qui peut se faire. Alors on peut vraiment rebâtir le monde. Si on attend que dans le désert il y a quelque chose qui vient du haut, il faut peut-être être de grands amateurs de la Bible pour en espérer quelque chose. Alors, là, qu'est-ce que tu attends en quelques mots des gens qui doivent se tenir debout? Quelles sont pour toi les valeurs, les principes que quelqu'un doit porter pour commencer à faire un travail sérieux et pérenne? Ce sera ma dernière question. Alors, déjà, c'est que il faut que les gens, on parle d'une personne, chacun c'est une personne, que la personne comprenne ou redécouvre la responsabilité, la dignité et le sens du devoir. Mais en même temps, qu'il arrive à prendre ces poids, parce que c'est leur poids, le poids du chameau, si vous voulez, avec une légèreté et une ironie, parce qu'il faut savoir sourire et même rire de soi-même, parce que le monde se partage entre les gens sérieux et les gens qui se prennent au sérieux. Donc, il faudra être suffisamment sérieux de pouvoir être ironique, ce qui revient au fascisme, parce que finalement, le fascisme, c'est l'art, l'ironie, l'héroïsme et l'érotisme, c'est ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de... je résume, c'est ça, et tout ça ensemble. Et une fois qu'on arrive à être suffisamment léger et ironique et donc libéré, mais en sachant qu'il y a un devoir à accomplir, après, comment accomplir le devoir, ça se trouve tout seul. Bien, amis auditeurs, je vous remercie de votre patience. Il est bientôt minuit. Nous continuons de travailler et au programme de cette journée des Lansquenets d'Europe, qu'est-ce qu'il y a de prévu à minuit, Gabriele? Des spaghettis de minuit, quelques chants et puis bon, pour aujourd'hui, on a quand même conclu.
après le travail, la fraternité. Voilà, demain nous appartient, il demain appartient à noi. A noi. A noi.